Nous avons maintenant un morceau relativement important à travers lequel passer, c'est la réglementation des abus de marché et l'harmonisation et sanctions accrues. Nous allons nous partager le travail, le professeur Konak et moi-même, pour essayer de dégager les grandes lignes de cette nouvelle réglementation. Alors, quel sera le plan de notre intervention? 6 points, comme vous le voyez. Je m'occuperai des 3 premiers points, un rapide rappel historique, mais quand même un moment où je vais m'arrêter sur les aspects institutionnels que nous avons déjà commencé à aborder ce matin avec M. Paulis. Ensuite, et là nous nous accrocherons, nous essayerons de voir des choses assez techniques, objet et champ d'application d'une part, définition de l'autre, ça n'a l'air de rien, mais on verra qu'il y a véritablement une nouvelle approche méthodologique et de construction de la matière dans le nouveau dispositif européen qui est actuellement en discussion. Et puis je passerai la parole au professeur Konak pour qu'il nous parle des aspects de prévention et de détection des abus de marché, des autorités compétentes, des pouvoirs d'enquête et de coopération internationale, et surtout, question très compliquée, très complexe, très pointue, la question des sanctions administratives et pénales. Voilà donc, très brièvement résumé, le plan de notre intervention. Alors, comme vous le savez, les abus de marché sont quelque chose que nous connaissons. Nous le connaissons, mais nous le connaissons un petit peu indirectement par les grands scandales, par les grandes questions, par les enquêtes, ce qui arrive finalement dans les médias. Nous savons également que c'est une de ces matières qui intéresse les médias. Madame Irma ne peut rien vous dire, car sinon elle commettrait un délit d'initié. Nous en sommes à peu près là aujourd'hui. Et donc, la matière, finalement, elle existe depuis pas mal de temps. Je vous passe rapidement l'historique, mais sachez toutefois que dès 1909, aux États-Unis, la Cour suprême commençait à réprimer la question et qu'il a fallu attendre les années 70 pour qu'en France apparaisse une première loi sur les délits d'initiés et en 1989 une première directive. Alors je m'arrête un instant sur cette première directive de 1989 parce qu'elle me permet de me remémorer le temps de ma jeunesse. À ce moment-là, je venais d'entrer à la commission bancaire et la personne qui était mon directeur de l'époque, c'était le professeur Claude Lempereur. C'était un homme absolument charmant, un puits de science, mais pour faire la même présentation que celle que je fais aujourd'hui et qu'il a faite à l'époque à l'université de Gand pour présenter la directive 89/592, je l'ai vu, je témoigne, il a consacré à peu près 3 minutes de préparation sur un bloc-notes pour aller faire ensuite sa présentation. Il faut dire qu'il avait totalement négocié la proposition de directive de 89, mais c'est pour vous dire quand même qu'à l'époque, les choses étaient un peu plus simples et qu'on pouvait préparer une telle présentation dans un laps de temps tout à fait raisonnable. Les choses ont beaucoup avancé, nous sommes passés à travers la directive de 2003, et quand on dit que la réglementation avance grâce aux crises, c'est tout à fait vrai. La directive de 2003, première directive Lamfalussy, a été adoptée aussi rapidement, c'est historique, je peux en témoigner, en raison des événements du 11 septembre. Si vous regardez d'ailleurs les travaux préparatoires de cette directive de 2003, on y retrouve l'introduction des fameuses activités criminelles et on les retrouve pour une raison toute simple, c'est que la commission, le monde avait été frappé par l'attentat du World Trade Center et qu'on a utilisé quelque part l'ascenseur de la nécessité de réagir pour adopter cette directive. Et aujourd'hui, le tsunami auquel nous assistons, c'est la même chose. La crise des marchés financiers est une opportunité, certes, pour essayer de mieux réglementer les marchés financiers, mais aussi une opportunité extraordinaire, M. Paulis ne s'en est pas caché, pour que la Commission européenne puisse prendre la main et lancer toute une série d'initiatives. On peut discuter longuement sur l'opportunité de la chose, on ne peut que constater en tout cas l'importance du choc réglementaire auquel l'ensemble du monde financier est confronté. Voilà pour l'historique. Je passe alors aux aspects
institutionnelle. Je crois que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que même si nous n'avons pas l'impression que l'Europe change ou progresse, eh bien nous devons nous rendre compte que c'est une erreur. L'Europe a énormément changé et on le voit à travers le mode d'adoption de ces directives. En 1989, c'était le Conseil seul qui avait adopté la directive sur le délit d'initié. Et d'ailleurs, on ne parlait que du délit d'initié. En 2003, eh bien, on découvrait le processus Lamfalussy. Vous savez tous que ce processus est un processus qui a permis à l'Union européenne d'avoir différents niveaux de législation, la directive ou la réglementation cadre au niveau 1, et puis un certain nombre de dispositions d'exécution au niveau 2 pour simplifier. C'est un petit peu la même chose qu'en Belgique, les lois et les arrêtés royaux d'exécution. Je ne vais pas plus loin dans le processus Lamfalussy, mais la directive abus de marché, c'était ça. C'était la première application de la directive Lamfalussy. Et ici maintenant, nous avons la proposition de règlement sur les abus de marché et la proposition de directive. Avec quoi, je vous le donne en mille, une volonté de la Commission européenne d'avoir à la fois un système, un règlement extraordinairement pointu et précis dans la matière réglementaire ou administrative de la répression des abus de marché et en même temps une volonté d'imposer une harmonisation fiscale, une harmonisation pénale minimale dans la matière de la répression pénale des abus de marché. Vous verrez que ça n'est pas toujours simple, et notamment le professeur Konak aura certaines observations là-dessus. Changement très important qui a été expliqué par Émile Paulis ce matin également, la Commission, et c'est son droit, a fait le choix de travailler par règlement. Et je ne reprendrai pas les arguments, ils me paraissent être de bon sens. L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est clair. Un règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments, il est directement applicable dans tout État membre. C'est une véritable prise de pouvoir du niveau européen dans la réglementation des marchés financiers. Il n'y a plus ou moins, en tout cas, de capacité pour les États membres, soit de faire du gold plating, ce que nous avons souvent regretté, soit d'intégrer à leur système juridique national et de l'adapter les éléments d'une directive. Conséquence, le règlement s'applique, donc en principe, sur le règlement proprement dit, pas besoin de transposition une fois qu'il sera adapté. Il faudra par contre toiletter sans doute considérablement notre droit interne, en tout cas pour tout ce qui serait en contradiction avec le règlement. Par ailleurs, et ça c'est également une constatation que nous devons faire, sur le volet administratif, nous parlions de tsunami tout à l'heure. Pour ma part, je décrirais cela plutôt comme une usine à gaz parce que la complexité de la réglementation est telle que nous allons vraiment, et je m'adresse ici aux étudiants qui sont présents dans la salle, avoir besoin de beaucoup de juristes pour nous y retrouver. Alors ça, c'est pour le règlement. La directive d'harmonisation pénale, alors là, c'est merveilleux. En 10 ans, les choses peuvent changer de manière absolue. Il y a 10 ans, l'idée de la Commission était le niveau pénal ne fonctionne pas, on ne poursuit pas les abus d'initiés au niveau des États, donc il faut des sanctions administratives et des autorités administratives qui poursuivent les abus de marché. Nous sommes en 2013, il y a eu une crise considérable qui est passée par là, les esprits ont changé, la Commission nous dit c'est bien le volet administratif, mais ce n'est pas suffisant. Pour ce qui est vraiment grave, il faut du droit pénal et, ce qui est quand même une assez grande première à ma connaissance, en tout cas en matière financière, moi, Commission européenne, je vais proposer une directive d'harmonisation pénale. Avec d'ailleurs un certain nombre de questions quant à la base légale. Certains États ne sont pas encore totalement convaincus de la validité des pouvoirs de la Commission européenne pour cette proposition. Évidemment, ça a pour conséquence, d'un point de vue strictement juridique, que si la proposition de règlement et la proposition de directive sont adoptées en l'état,
eh bien, nous aurons deux systèmes distincts, avec des problèmes que cela peut causer en matière de Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais je ne vais pas parler plus longtemps là-dessus. Je passe donc au deuxième point de mon intervention, l'objet et le champ d'application. Je serai très rapide sur ce point, c'est horriblement technique. Je crois que mes slides vous permettront d'y voir un peu plus clair. Un des éléments qui va encore plus complexifier les choses, c'est la volonté de la Commission européenne de réglementer les high frequency trading, donc tout ce qui est trading à haute fréquence, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations et notamment de manipulations par le biais d'opérations qui vont très rapidement, qui rentrent désormais dans le champ d'application des manipulations de marché. Alors, que vous dire là-dessus? En ce qui concerne l'objet, le règlement et la directive sont à peu près la même chose, ils ont en tout cas les mêmes objectifs, accroître l'intégrité et la transparence du marché, et le règlement veut, lui, établir un cadre réglementaire commun, tandis que la directive veut établir des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux formes les plus graves d'abus de marché, à savoir les opérations d'initié et de manipulation de marché. Bien. Le champ d'application, lui, est intéressant. Alors, en ce qui concerne le règlement, je me base à ce jour, parce que c'est difficile, nous sommes en pleine adoption des textes. Je me suis basé pour mon exposé sur les documents du Parlement européen tels qu'ils ont été publiés le 22 octobre 2012. Nous savons que sur ces entrefaites, il y a eu également une position qui a été arrêtée au niveau du Conseil. Et nous savons également que tout cela va continuer à discuter fermement. La Commission européenne voudrait bien avoir atteint son objectif d'adoption par le Parlement et le Conseil environ au mois de juin prochain. Ce champ d'application, comme d'habitude, nous sommes en droit, il a un caractère rationné matériel. À quoi cela s'applique-t-il? Et il a un caractère rationné loci. Quel est le territoire auquel ces dispositions vont s'appliquer? Je vous parle pour l'instant du règlement. Je parlerai tout à l'heure du champ d'application de la directive. Pour le règlement, eh bien, ça, on le savait déjà, le règlement s'applique aux instruments financiers admis sur un marché réglementé. Le président de la bourse Euronext Bruxelles, qui est là parmi nous aujourd'hui, sait déjà quel plaisir c'est de travailler avec ces règles sur un marché réglementé. La nouveauté, c'est qu'on va étendre cela à une grande partie des opérations financières qui échappaient jusqu'à présent à ces réglementations, puisqu'on l'étend aux MTF, aux ETF, mais également à des comportements et des transactions qui concernent des instruments financiers qui sont cotés sur des marchés réglementés, sur des multilateral trading facilities, donc des plateformes de négociation multilatérales, ou bien même des plateformes de négociation organisées, les OTF, Organized Trading Facilities. Et donc tout ce qui est négocié sur ce type de plateforme tombera désormais dans le champ d'application du règlement. Mais par ailleurs, on a également introduit dans la proposition de règlement tout ce qui touche les comportements ou transactions relatifs aux offres relatives à la mise aux enchères de quotas d'émission ou d'autres produits. Donc on étend le champ d'application par rapport à la directive existante. Par ailleurs, en ce qui concerne l'interdiction des opérations d'initiés et de divulgation irrégulière d'informations privilégiées, eh bien, cela va également s'appliquer aux produits dérivés. C'est ce que M. Paulis vous a dit tout à l'heure. On veut vraiment réglementer de manière efficace les dérivés. Les abus de marché s'appliquent également à toute une série de taux. Dont on a parlé tout à l'heure, le scandale du Libor, eh bien, vous voyez, ça se retrouve dans l'article 2, paragraphe 2 bis. Quant aux manipulations de marché, cela va également s'appliquer aux transactions, ordres ou autres comportements relatifs notamment, et c'est une nouveauté également, à des instruments financiers qui concernent, c'est le petit c, qui sont de nature à avoir ou sont destinés à avoir un effet sur des contrats ou des matières premières au comptant. Bref,
le champ d'application de l'interdiction des manipulations de marché, le champ d'application de l'interdiction des délits d'initiés s'accroît considérablement. Le champ d'application rationnel Loki a également une nouveauté, car si nous regardons l'article 2, paragraphe 4, eh bien nous voyons que les interdictions et obligations prévues par le règlement s'appliquent aux actions menées dans et en dehors, je souligne, en dehors de l'Union, concernant les instruments visés au paragraphe 1, 2 et 3. La question se pose, nous sommes certes ici dans un règlement en matière administrative, nous verrons qu'il y a des règles un peu différentes dans la directive pour les matières pénales, mais nous sommes quand même confrontés à la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette compétence extraterritoriale de l'Union européenne dans une matière qui touche à des sanctions administratives qui tombent, de mon point de vue en tout cas, dans le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parce que ceci est une sanction, même si c'est une sanction administrative. Eh bien, on voit que l'Union européenne, et on a entendu également le discours de M. Paulis ce matin, a décidé, un peu à l'instar d'ailleurs de ce qu'elle fait en droit de la concurrence, d'avoir une compétence extraterritoriale pour autant qu'il y ait eu un effet sur ce qui se passe dans son marché à partir d'une action qui est intervenue en dehors du territoire de l'Union européenne. Et vous l'avez également entendu, la Commission compte sur ce point sur une coopération renforcée au niveau international qui est possible en vertu de l'article 19, paragraphe 7 du règlement, mais dont nous savons qu'elle n'est pas évidente. Vous avez entendu les réticences des États-Unis en la matière, et donc nous allons encore avoir beaucoup de questions là-dessus. Alors, il y a quelques exclusions du champ d'application. Elles sont classiques, je les passe rapidement parce que sinon je ne pourrais pas vous parler des définitions. Et il y a évidemment les questions des pratiques de marché admises, où on a mis en place un système pour dire quand quelqu'un qui intervient sur le marché, qui fait quelque chose qui pourrait techniquement tomber dans la définition du délit d'initié ou plutôt de la manipulation de cours, eh bien, est malgré tout possible. Ce sont les questions de stabilisation, ce sont les questions de stabilisation de cours notamment, ou d'intervention après des IPO. La directive, je suis toujours dans mon champ d'application, eh bien, j'ai ici simplement rappelé les principes de ce qui est actuellement en vigueur, et voilà ce que nous propose la directive MAD 2. Elle s'appliquera au niveau des opérations, aux opérations d'initié et de manipulation de marché, mais également aux comportements ou transactions qui se rapportent à la mise ou enchère de quotas d'émissions ou d'autres produits. Donc on voit qu'il y a un parallélisme d'application avec le règlement. On voit également que ça s'applique aussi à tout ce qui est taux d'intérêt, devises, référence au taux interbancaire, etc. Et nous voyons qu'il y a un certain nombre d'exclusions du champ d'application. Ici, on a travaillé un peu par renvoi au règlement, puisqu'on exclut du champ d'application de la directive les programmes de rachat ou stabilisation d'actions et un certain nombre de transactions, c'est également classique, relatifs à la politique monétaire ou à la politique de l'Union en matière de climat. En ce qui concerne la compétence territoriale, eh bien, la directive prévoit que les États membres doivent prendre des dispositions pénales qui seront applicables pour toutes les infractions commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Union, ça va, mais il y aura également un rattachement personnel qui est prévu avec une possibilité de poursuivre des personnes physiques ou morales résidentes ou établies sur le territoire. Et là, nous devrons encore voir un petit peu comment tout ça sera transposé en droit national. Voilà donc pour le champ d'application, et je crois qu'il me reste encore 5 minutes si je veux permettre au professeur Konak de prendre la suite. 5 à 10 minutes, me dit-il. Voilà. Je vais essayer, en ce qui concerne les définitions, simplement de vous rendre attentif à quelques éléments importants. Le premier, et ça, je salue quand même l'effort de la Commission européenne, c'est quand même une avancée. On constate aujourd'hui qu'on ne fait plus un règlement ou une directive en ignorant totalement les définitions qui ont été déjà adoptées ou qui vont être adoptées dans d'autres règlements ou directives. En d'autres termes, la Commission commence à se rendre compte qu'il est bien d'avoir des concepts univoques lorsqu'on les utilise dans plusieurs règlements ou dans plusieurs directives. C'est donc un plus, et donc vous trouverez, je ne vais pas les énumérer, mais vous trouverez un certain nombre de renvois
du règlement ou de la directive vers des concepts qui sont expliqués ailleurs, que ce soit dans MiFID, que ce soit dans MiFIR ou dans d'autres dispositions de droit européen. Il y a également des nouveautés puisqu'on va définir ce qu'est le marché de croissance des PME, on va définir ce que sont les matières premières pour lesquelles la directive ou le règlement vont trouver à s'appliquer. On définit, je vous invite vraiment à le lire, pour un juriste c'est quelque chose d'intéressant, on définit le trading algorithmique. Je vous avoue qu'après avoir lu la définition, je n'avais pas mieux compris qu'avant de quoi il s'agissait, mais enfin bon, au moins il est défini. On définit les quotas d'émission, on définit l'acteur du marché des quotas, l'indice de référence. Donc vous voyez, on a quand même l'effort d'essayer de dire clairement à quoi tout cela s'applique. Et ça me permet d'arriver aux deux concepts phares. D'une part, le délit d'initié, d'autre part, les manipulations de marché. Alors, quand je vous disais que je bénissais le temps où Claude l'Empereur pouvait en 5 minutes préparer sa présentation, c'est vraiment le cas. Parce que aujourd'hui, rien que pour comprendre ce qu'est une information privilégiée, et donc rien que pour les personnes qui seront susceptibles demain de détenir une information privilégiée, je pense que nous allons faire un cours spécial avec déclinaison d'exemples pratiques pour nous y retrouver. Alors, on a une définition générale, ça va, parce qu'on connaît à peu près, puisqu'elle reprend assez fidèlement la directive actuelle, qui était déjà un casse-tête considérable, mais en plus, on a adapté la définition pour les instruments dérivés sur matières premières. Je vous laisse lire cela et découvrir cela avec passion. On donne également une définition spécifique pour les quotas d'émission. La Commission a une première définition, le Parlement européen en rajoute. Ça, c'est également un des grands plaisirs de la thématique européenne, c'est que chacun peut rajouter un peu son grain de sel. Et je vous passe également les experts des États membres, ça nous donne également des choses intéressantes. Mais donc, vous voyez que pour définir ce que c'est que, en fait, une information privilégiée pour les quotas d'émission, il me faut à peu près 7 ou 8 lignes. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, je ne sais pas si nous y sommes encore. Il y a une définition pour les personnes chargées de l'exécution d'ordre concernant des instruments financiers, et puis il y a une définition au balai, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans toutes les définitions précédentes, rassurez-vous, vous pouvez encore être rattrapé par la définition de l'article 6, paragraphe 1er E, qui est extrêmement large et qui utilise des notions aussi évidentes que celles de l'investisseur raisonnable opérant régulièrement sur le marché et ayant manqué à une norme de comportement. Je crois que nous aurons beaucoup de travail au niveau d'une part des services donc de compliance des entreprises qui opèrent sur les marchés, mais également des autorités de supervision pour essayer de mettre tout ça en place. Alors ça, c'était uniquement pour l'information privilégiée, mais rassurez-vous, on a défini ce que c'est qu'une information à caractère précis. On reprend assez fort ce que la directive 2003/124 avait fait. On définit ce qu'est une information susceptible d'influencer le cours de bourse. Là, on reprend également la directive 2003/124. Je ne sais pas si c'est très utile parce que fondamentalement, c'était des définitions qui étaient déjà assez creuses, mais bon. Et puis, et ça nous sauve, c'est un des grands classiques également de la nouvelle façon de travailler au niveau européen, on permet des actes délégués, c'est-à-dire que si on n'était pas encore totalement mort après la lecture de toutes ces définitions, on a encore la possibilité d'avoir des nouveautés qui sont introduites par l'Autorité européenne des marchés financiers et la Commission européenne. Voilà pour ce qu'est une information privilégiée. Alors, quand y a-t-il une opération d'initié? Eh bien, il y a une opération d'initié, en fait, dans le cadre qui est visé par l'article 7, paragraphe 1er de la directive. Et cet article 7, paragraphe 1er nous dit
Au fin du présent règlement, une opération d'initié va se produire lorsqu'une personne va détenir des informations privilégiées et l'utiliser. C'est quelque chose que l'on connaît bien, mais il y a un certain nombre de changements par rapport à la directive. Et la première, c'est que la notion qui faisait antérieurement partie des interdictions, rappelez-vous, dans la directive actuelle, on disait il est interdit de faire une opération d'achat ou de vente en utilisant une information privilégiée. Eh bien, cette notion qui faisait partie des interdictions est désormais définie en dehors de l'interdiction proprement dite. L'article 7 se borne à dire ce que c'est qu'une opération d'initié. Et il faut aller plus loin pour voir que l'on indique qu'on interdit les opérations d'initié. Donc, on a finalement une autre façon de travailler par rapport à la directive sur les abus de marché actuels. On a également une définition stricte à l'article 7, paragraphe 2, de la tentative d'opération d'initié. Donc, si dans votre bain, vous avez envisagé de faire une opération d'initié et que demain on peut sonder les esprits, eh bien, on pourrait éventuellement vous poursuivre pour une tentative d'opération d'initié. Allez, un peu plus sérieusement, quelqu'un qui aurait été jusqu'à un certain avancement dans la réalisation de l'opération, mais qui, pour des raisons techniques, par exemple, l'ordre n'est pas passé, ou Dieu sait quoi, n'aurait pas pu effectivement réaliser l'opération, pourrait malgré tout être poursuivi pour tentative. Ce qui est important aussi, c'est que quelqu'un qui recommande, situation actuelle, ou persuade quelqu'un d'effectuer une opération d'initié pourra demain être poursuivi. Et nous avons également le délit particulier la sanction particulière de divulgation irrégulière d'informations privilégiées. On parle ici de divulgation, alors que par le passé, on parlait de communication. Et il y a une exception, heureusement, dans le cadre normal de l'exercice de tâches résultant d'un emploi ou d'une profession. Qui peut être un initié? Alors, je ne vais pas reprendre la litanie que vous connaissez déjà, l'actionnaire, celui qui exerce sa fonction, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle plus de l'exercice de fonction, mais bien de tâches résultant d'un emploi ou d'une profession. Alors que dans la directive actuelle, on parle également de personnes qui sont en possession d'une information dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Est-ce à dire que la profession ou l'emploi couvre tout? Je n'en sais rien. Et les activités illégales, les activités criminelles que nous connaissions sont devenues des activités illégales. Et donc, tout ce qui est interdit, ça me paraît plus large, tombe désormais dans les personnes qui sont visées par l'article 7, paragraphe 5. Mais surtout, on a un article 7, paragraphe 5, alinéa 2, qui en fait rend totalement inutile l'article 7, paragraphe 5, alinéa 1er, et aurait permis purement et simplement de définir la personne initiée comme une personne qui a obtenu une information privilégiée, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle était privilégiée. Pourquoi a-t-on eu besoin d'encore rappeler cette litanie des personnes qui ont trouvé par le fait qu'elles étaient actionnaires le chemin de l'information? C'est totalement inutile. On pouvait se contenter de l'article 7, paragraphe 5, alinéa 2. Enfin, il y a un certain nombre d'informations ou d'applications concernant les personnes morales. Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je crois que ce que je voulais encore vous dire, et je vais vraiment aller très rapidement sur ce point, c'est qu'en ce qui concerne les manipulations de marché, il y a eu quand même un espèce d'effort pédagogique d'essayer de mieux comprendre excusez-moi l'expression, foutoir actuel de la directive de 2003. On distinguera les manipulations par transaction, des manipulations par diffusion d'informations fausses ou trompeuses et des tentatives de manipulation de marché. Ce sont des concepts que l'on peut plus ou moins comprendre d'un point de vue juridique. Ils sont évidemment, et c'est là tout le problème, extrêmement détaillés, voire détaillistes, voire pointillistes. Mais enfin, rassurez-vous, nous avons des exemples, une liste exemplative à l'article 8, paragraphe 3, et nous avons également un certain nombre de possibilités par une annexe d'avoir un certain nombre d'indicateurs de manipulation de marché, et nous avons, je vous le donne en mille, une délégation à l'autorité européenne des marchés financiers qui va pouvoir encore rallonger la sauce si besoin en était.
Voilà, mesdames et messieurs, j'ai conscience d'avoir vraiment survolé cette matière, mais dans le temps qui m'était imparti, je pouvais difficilement rentrer plus dans les détails. Il va de soi que le PowerPoint renvoie à l'ensemble des dispositions et je cède immédiatement la parole au professeur Konak pour la suite de notre intervention.